France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre ici au Parlement européen, à Bruxelles, où une nouvelle fois nous regardons à l'est, vers l'Ukraine. Après des semaines d'hésitation, plusieurs pays alliés de Kiev, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont décidé d'acheminer des tanks tant réclamés par Volodymyr Zelensky. Mais les pays européens ne sont pas en reste. L'Allemagne a ainsi annoncé l'envoi de 14 chars Léopard. La Pologne en livrera 60 supplémentaires. Le Portugal et l'Espagne sont aussi disposés à fournir des blindés, mais également à participer à la formation des soldats ukrainiens pour leur utilisation. Les Pays-Bas, quant à eux, réfléchissent à l'envoi d'avions de chasse, les F-16. La course à l'armement des Ukrainiens s'accélère au risque d'une dangereuse escalade. La Russie menace, la Chine appelle à stopper la livraison d'armes. L'OTAN, l'Alliance Atlantique, se dit prête à un affrontement direct avec la Russie. La France reste prudente et ne s'est pas encore prononcée alors que Kiev aimerait recevoir les fameux chars Leclerc. Le président français Emmanuel Macron a dit ne pas exclure une livraison de blindés, mais ne veut pas fermer la porte aux négociations et à une issue du conflit par la voie diplomatique. Mais Paris fait presque figure d'exception. Alors sommes-nous à un tournant dans la guerre? L'Europe est-elle en train d'y entrer activement et de devenir un belligérant à part entière? Alors pour en débattre, sur notre plateau, deux eurodéputés, Róża Thun, députée polonaise du groupe Renew. Votre pays est un allié fidèle et constant de Kiev. Vous accueillez des millions de réfugiés et vous apportez un soutien militaire très actif à votre voisin ukrainien. Bonjour. Et face à vous, Emmanuel Morel, un eurodéputé français du groupe La Gauche. Vous êtes très inquiet de la tournure que prend cette guerre. L'envoi de chars lourds décidé par l'Allemagne, la Pologne, mais aussi d'autres pays comme l'Espagne ou le Portugal. Est-ce que ça entraîne forcément un basculement dans le conflit? Non, il faut pas souhaiter qu'il y ait un basculement dans le conflit. Mais le risque, vous venez de le souligner à l'instant, c'est l'escalade. On s'arrête où? Parce que jusqu'à maintenant, la position européenne était, je trouve, très équilibrée, consistant à dire, voilà, il y a un agresseur, un agressé. On aide l'agressé, c'est-à-dire l'Ukraine. On l'aide comment? On l'aide financièrement. Aujourd'hui, il y a près de 50 milliards d'euros qui ont été donnés directement aux Ukrainiens. Il y a l'aide humanitaire et il y a l'aide militaire. L'aide militaire, c'est quoi? C'est qu'on aide les Ukrainiens à se défendre par rapport à une agression. Ça, c'était la position européenne jusqu'à maintenant. Et moi, je souhaite qu'on en reste là. Parce que sinon, c'est quoi? Par exemple, on nous parle d'avions ou de missiles à longue portée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va frapper la Russie. Mais dans ce cadre-là, on change complètement la nature de la guerre. Ça veut dire que l'Europe rentre en guerre contre la Russie. Et là, vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans la même chose. Et je ne suis pas sûr que les opinions européennes soient volontaires pour qu'il y ait cette guerre-là, ce conflit-là. Donc il faut être très prudent. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des débats. Regardez, la ministre des Affaires étrangères allemande, elle a eu une formule très maladroite. Elle a dit « l'Europe rentre en guerre contre la Russie ». Et tout de suite, M. Scholz, le chancelier allemand, l'a reprise en disant « non, c'est pas la... » Et même Washington, pourtant qui est quand même habitué de la rhétorique un peu va-t-en-guerre, même Washington a dit « attention, nous, encore une fois, on défend les Ukrainiens, on les aide à se protéger, mais en aucun cas on rentre en guerre contre la Russie. » Et moi, mon inquiétude, c'est ça. C'est-à-dire que je vois se développer une rhétorique de bout de feu, une rhétorique belliqueuse, alors même que l'Europe devrait aussi déployer d'énormes efforts diplomatiques pour essayer de trouver... C'est la position d'Emmanuel Macron qui va dans le bon sens. C'est la position de la France traditionnelle, et je la partage totalement, mais ça n'est pas que la position de la France, parce qu'en réalité, il y a des débats dans tous les pays européens, et même dans les pays de l'Est qui, forcément, naturellement, n'ont pas la même position que nous. Ils ont été confrontés dans leur chair, dans leur histoire, à l'agression russe. Même chez eux, il y a quand même un débat. C'est-à-dire que, parce que le risque, c'est quoi? C'est la Troisième Guerre mondiale. On n'en veut pas. Alors Róża Thun, justement, vous avez alerté il y a très longtemps sur Vladimir Poutine, sur la Russie et le risque d'un conflit en Ukraine. Plusieurs pays ont donc annoncé leur volonté de livrer les blindés à Kiev. Concrètement, est-ce que ça va dans le sens que vous souhaitez? Et concrètement, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un débat dans votre pays, comme le dit Emmanuel Morel, au sein de l'opinion publique? Avant tout, j'espère que la chair des Français ne va pas être touchée par les Russes si on n'aide pas suffisamment l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens, il faut vraiment comprendre que les Ukrainiens défendent nous tous, notre civilisation, nos valeurs,
et aussi notre territoire. Comme on sait, la Russie, c'est un pays qui voudrait conquérir. Maintenant, c'est l'Ukraine, après, c'est la Moldavie, après, c'est les pays baltes, nous et je ne sais plus quoi. Et comme ça va continuer. Si on ne veut pas la Troisième Guerre mondiale, il faut arrêter les Russes, tous ensemble. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que on n'est pas en train de rentrer en guerre contre la Russie, mais on défend les Ukrainiens. Le débat est seulement dans l'Ouest, parce qu'en Pologne, tout le monde est d'accord qu'il faut soutenir les Ukrainiens avec tous les moyens. Mais le débat chez vous est quels moyens utiliser. L'escalation va avoir lieu de... Vous comprenez l'attitude de Paris qui est plus réservée? C'est-à-dire, ce que j'ai l'impression que ces gens qui sont plus réservés, les gouvernements, il y a aussi des gouvernements dans l'Union européenne qui sont plus réservés, il y a les partis qui sont plus réservés, qu'ils ne connaissent pas la situation, c'est la seule chose vraiment, parce que personne ne parle d'attaque contre la Russie, mais il faut des armements tout à fait modernes et forts et des meilleurs du monde pour arrêter cette agression, terminer cette guerre. Autrement, elle va nous coûter tous encore plus, beaucoup plus de vies en Ukraine. Elle nous met en danger, nous tous. Il faut se rendre compte. Donc le débat chez nous, plus ou moins d'aide pour les Ukrainiens, n'existe pas parce que nous connaissons les Russes. Chez vous, elle existe parce que vous avez l'impression qu'à 1000 km plus loin, c'est une telle distance que vous êtes, que vous n'êtes pas en danger, donc peut-être quand même un peu moins. Mais si on ne veut pas la Troisième Guerre mondiale, il faut arrêter les Russes maintenant. Et les Ukrainiens ne vont pas le faire sans notre aide, la plus forte ou la plus décisive possible. Emmanuel Morel, justement, vous entendez ce discours, la France qui annonce par ailleurs la livraison de canons César supplémentaires, mais qui reste dans une situation peut-être un peu plus timide que d'autres pays européens. La France, pays fondateur de l'Union européenne, doit-elle faire plus, annoncer plus? Mais ce n'est pas de la timidité, encore une fois. C'est de la prudence, c'est du recul. Et d'abord, on aide les Ukrainiens, parce que je ne peux pas laisser dire qu'on ne les aide pas. On les aide de façon colossale. Vous parlez de la France. On a livré des canons César 18, on en livre à nouveau 12. Le président avait, dès le mois de janvier, parlé d'envoi de chars AMX-10. Aujourd'hui, il y a un débat sur les chars Leclerc. Moi, je n'y suis pas favorable. Parce qu'on n'en a déjà pas beaucoup. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui disent qu'on met en péril aussi nos stocks militaires et de défense stratégique. Mais on parle aujourd'hui aussi des achats. Oui, des achats en Europe et en dehors de l'Europe, etc. Mais il faut aider aussi je redonne quand même les chiffres. Hein. L'aide militaire aujourd'hui, 40 milliards de dollars, c'est pas rien. On est aux côtés des Ukrainiens et on est bien conscient qu'il faut défendre l'Ukraine. Après, moi, je ne suis pas pour essentialiser. Je ne suis pas pour essentialiser. C'est-à-dire, le peuple russe n'est pas naturellement impérialiste. Le gouvernement de Vladimir Poutine l'est. Et notre adversaire, notre ennemi, c'est Vladimir Poutine. Ce n'est pas le peuple russe, oui, ce n'est pas la Russie. Et ce n'est pas parce que la France est à 2 ou 3 000 kilomètres de Moscou. Ça, c'est juste parce qu'on a une vision un peu éclairée des rapports de force internationaux. Et puis, il n'y a pas que la Russie qui est impérialiste dans le monde. Donc, je pense vraiment, là encore, il faut savoir raison garder. Mais la solidarité avec les Ukrainiens, elle est évidente. Et on en donne la preuve. Après, sur les armements modernes, c'est là qu'il y a le débat. Parce que vous nous dites qu'il faut des armes modernes. Mais je prends un exemple. Les missiles à longue portée. C'est-à-dire les missiles qui sont à plus de 100 km. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on veut frapper la Russie sur le territoire russe? Non, sur le territoire... On veut frapper les Russes sur le territoire ukrainien. L'Ukraine, c'est un grand pays. Les Russes sont les autres... Non, mais c'est bien sûr cela. Et il ne faut pas nécessairement approcher les fronts. Il faut les armements modernes pour pouvoir les frapper de la distance et se défendre. Il faut se défendre de la distance. Ils ont ces armements et les Ukrainiens non. Là, les Ukrainiens demandent des chars, des avions, des missiles longue portée. Est-ce que aussi la prochaine étape, c'est l'envoi d'hommes? On est loin de là. On est en train d'entraîner les soldats ukrainiens. Et en plus, ils le font merveilleusement bien.
Et là, je voudrais aussi changer un peu la langue. Ce n'est pas seulement que nous défendons les Ukrainiens. Nous défendons nous-mêmes, nous défendons l'Union européenne. Et je suis désolée que les Russes, le peuple, souffre à cause de cette guerre, mais il n'y a pas d'autre possibilité pour arrêter ce gouvernement, si vous voulez, de faire les choses atroces qu'ils font. Et ces choses atroces, s'ils gagnent l'Ukraine, que je n'accepte pas cette idée même, s'ils gagnent l'Ukraine, ils ne vont pas s'arrêter là-bas. C'est pour cela que je voudrais qu'on parle de la défense des valeurs européennes que les Ukrainiens pratiquent aujourd'hui. C'est eux qui défendent la civilisation européenne pour laquelle on se bat tous, les droits de l'homme, la paix, etc. Et nous sommes obligés de leur aider autrement, on est tous en danger. Il y a une complexité aussi autour de la diversité des chars. Et ce qui nécessite, c'est une complexité aussi de formation pour les Ukrainiens, de se former sur les différents armements. Emmanuel Morel, est-ce qu'on ne paye pas là voilà, l'incapacité d'une armée à avoir une armée européenne et à avoir un char européen? Ça, on en est loin, hein, même s'il y a des projets, des discussions. Mais si on rentre dans la technique, par exemple. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'envoyer des chars ou des armes. Non, mais prenons les chars américains, les chars Abrams. Ils fonctionnent pas. Ils ne vont pas être livrés tout de suite. Hein, ils ne vont pas être livrés tout de suite. Ils ne fonctionnent pas avec le même carburant que les autres chars. Ça nécessite une formation poussée. Donc là, on parle de plusieurs mois. Les chars Léopard, c'est un peu autre chose. Il y a aussi les chars qui étaient dans l'ancien Empire soviétique, qui restent en Europe de l'Est, qui sont plus faciles, mais qui sont plus vulnérables, etc., etc. Les chars Leclerc, par exemple, français, à supposer, j'y suis défavorable, qu'on en envoie, sont totalement différents à manier et à utiliser que les chars AMX, qui sont des chars beaucoup plus légers, mais évidemment plus vulnérables aussi. Donc ça, l'armement, c'est complexe. Ça demande de la formation, ça demande du temps. Et évidemment, moi je comprends les autorités ukrainiennes, chaque semaine nous font une nouvelle demande. Il nous faut des avions de combat, même les avions, c'est pareil, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne va pas envoyer, si vous envoyez, je sais pas moi, un Mirage ou un F-16 comme ça, là, le pilote ukrainien, faut le former, il faut lui expliquer, donc tout ça prend du temps. Mais il ne faut pas laisser croire que l'Europe ne fait rien, au contraire, elle fait beaucoup. La question c'est, est-ce qu'il ne faut pas aussi d'un autre côté multiplier les efforts diplomatiques pour essayer d'entrevoir une voie au conflit. Parce que sinon, c'est quoi? C'est une guerre sans fin, c'est un carnage. Hein. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de morts. Vous parliez à juste titre de la souffrance des Ukrainiens, mais aussi des Russes. Il y a des centaines, il y a des dizaines de milliers de Russes qui meurent. On oublie trop souvent le bilan humain derrière cette guerre. Je suis désolée, c'est eux qui sont agresseurs. Oui, bien sûr, mais vous savez, les jeunes conscrits russes qui sont envoyés par Vladimir Poutine... Mais c'est toujours encore eux qui sont agresseurs. Donc de toute façon, une guerre, c'est abominable. Et il y a déjà trop de morts. Je suis tout à fait d'accord. Donc ce qu'on doit faire, nous, Européens, c'est aussi déployer des efforts diplomatiques. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Et surtout, moi, je me méfie des rhétoriques belliqueuses qui ne prennent pas en cause les conséquences possibles de ça. Alors justement, Rosatoun, en armant l'Ukraine, finalement, comment on peut envisager... espérer une sortie du conflit? Tout le monde s'accorde à dire que ça sera par la voie diplomatique, mais comment on peut espérer cette sortie par la voie diplomatique? Est-ce que vous, cette voie diplomatique, pour l'instant, c'est pas l'option du moment? Ça ne va pas se passer par la voie diplomatique, je suis désolée. Ça va se passer seulement si l'Ukraine gagne la guerre. Et avec les Russes, malheureusement, la politique russe ou la classe politique russe, ils comprennent seulement le pouvoir. Vous connaissez cette fameuse question de Staline, je crois. Combien de divisions a le pape quand on lui a dit que peut-être il faudrait parler au pape? Il a combien de divisions? C'est la seule langue qu'il comprend. Et là, les Ukrainiens doivent gagner la guerre. Si nos systèmes sont trop divers, je suis d'accord. D'abord, les Ukrainiens sont déjà entraînés aujourd'hui. Ils apprennent ça dans une vitesse impressionnante pour tous ceux qui les entraînent. Et ça, je le sais. Puis, ça montre que nous devons nous organiser mieux en avenir et penser à notre système de défense européen ou peut-être dans l'OTAN, n'est-ce pas? Et cette guerre nous montre nos faiblesses. Et alors l'OTAN, justement, l'Alliance Atlantique dont vous parlez, s'est dit prête à un affrontement direct avec la Russie, Emmanuel Morel. Est-ce qu'on peut encore éviter l'embrasement du conflit? Enfin, vous imaginez ce que ça veut dire concrètement, un affrontement direct entre l'OTAN, c'est-à-dire l'Alliance Atlantique Nord, il y a les États-Unis dedans, hein, et la Russie.
Là, on parle d'un conflit majeur, d'un embrasement majeur. Olaf Scholz a tout de suite mis le holà en disant qu'il ferait tout pour éviter enfin, écoutez, cela. bien sûr. Et c'est pas seulement... Là, on est tous d'accord. Oui, mais ça, bien sûr, j'en conviens. Donc, j'en reviens à la question de la diplomatie. Il faut quand même qu'il y ait des dirigeants européens qui, d'ores et déjà, alors même que nous sommes engagés aux côtés de l'Ukraine, essayent d'entrevoir ce que pourraient être les portes de sortie. Parce que sinon, c'est un conflit qui va durer, c'est un conflit qui va être meurtrier, c'est un conflit qui va laisser des traces, y compris entre nous Européens. Parce qu'il y a des désaccords quand même. Oui, voilà. Jusqu'ici, il y avait effectivement une sorte d'union sacrée autour de l'Ukraine. On se rappelle, il y a quasiment un an, le Parlement parait aux couleurs de l'Ukraine et peu à peu se font jour des désaccords et des déclarations un petit peu différentes. Comment on arrive à... c'est une faiblesse sur laquelle Poutine va jouer. Donc, si on veut vraiment négocier avec Poutine, d'abord, il faut montrer la force. Il faut aider aux Ukrainiens de gagner, de faire le progrès dans la guerre. Il faut montrer notre unité et détermination, qu'il comprenne qu'il a devant lui un négociateur très fort. Les chemins diplomatiques étaient jusqu'à maintenant vraiment utilisés un maximum. Macron était même critiqué pour le fait qu'il utilise toutes les voies diplomatiques que possible, maximum de bonne volonté. Regardez ce que ça donne. Donc, si Poutine voit que nous sommes unis, que nous sommes déterminés, que nous aidons l'Ukraine un maximum de ce qu'on peut faire, là, on peut commencer bien sûr de parler. Il faut donc afficher l'unité des 27 et ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur notre plateau. Merci à vous. Merci bien. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis.